Le débat Fer croisé est donc lancé. Je vous parlais tout à l'heure de la thématique à décortiquer pendant la trentaine de minutes sur ce débat que durera bien évidemment ce débat. Eh bien, la jeunesse à l'épreuve de la rupture. Quelles ont été les implications, je dirais bien plutôt les niveaux d'implication des jeunes dans le programme d'action du gouvernement? À quelle hauteur le gouvernement Talon fait-il appel aux jeunes? On en parle bien évidemment avec deux éléments de la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM, à la personne de Corneille Haïsset. Bonjour. Oui, bonjour Loris. Fréjus, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Fréjus Seblanc. Bonjour Loris Frédéric Daveux et bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, vous le savez tout aussi mieux que moi, encore 24 heures et le pouvoir, je dirais, Patrice Talon fera 2 ans à la Marina. Alors, pendant 2 ans, quelle a été la place que le gouvernement, le régime de la rupture a accordé aux jeunes? La place des jeunes dans le gouvernement du régime du président Talon, comme on l'a constaté à divers niveaux, au niveau des portefeuilles ministériels, au niveau de certains postes, le pouvoir a fait confiance à la jeunesse. Le pouvoir du président Talon a décidé de coopérer, a décidé de développer le pays, on peut le dire, en relation avec les jeunes. À l'instar d'autres gouvernements aussi. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand vous prenez ce gouvernement-là, il y a beaucoup de jeunes têtes dans ce gouvernement-là. Adam Bitou, Tiaro, Osvaldo Meki, Modeste Tikrekou, autres. C'est un gouvernement beaucoup plus jeune. Peut-être en nombre, sinon il y en a eu aussi par le passé. Oui, peut-être en nombre, mais c'est ça la spécificité, en nombre. Sinon, quand on revient globalement au thème du débat, la jeunesse béninoise, à l'épreuve de la rupture, c'est un thème intéressant qu'il faut aborder en séquence, je vais dire, pour ne pas dire en phasage, comme le dit souvent le ministre Didier Tonato. Il faut d'abord voir sur 3 points. D'abord, le premier point, la jeunesse béninoise à l'épreuve de la réelle politique. Ensuite, la jeunesse à l'épreuve de la responsabilité et la jeunesse à l'épreuve des difficultés. Pourquoi je le dis? Parce que la jeunesse à l'épreuve de la réelle politique, c'est quoi? Avant l'élection, les temps qui ont précédé l'élection présidentielle de 2016, on n'est pas sans savoir que la campagne électorale a été dominée par plusieurs thèmes. L'un de ces thèmes, notamment, vous savez, il s'est agi du respect des institutions, du respect des décisions de justice des institutions de la République, de la démocratie, de l'état de droit. On s'est beaucoup battu sur ça avec un régime précédent, un régime Yahi, qui a eu le temps de banaliser, de fragiliser les institutions, de manipuler les institutions. Donc, durant cette campagne électorale, il y a l'espoir qui est né avec Azanaï, Joseph Diogbenou, qui était un leader des jeunes et qui était, comment on allait dire, un défenseur des droits. Donc l'espoir est né là en voyant Talon avec ceux-là l'entourer, qu'on sera dans une république où les institutions sont beaucoup plus respectées et les jeunes se sont beaucoup plus investis dans ça, surtout la classe estudiantine, vous le savez, dans ces campagnes. Mais à l'arrivée, vous voyez, on parle aujourd'hui du blocage du budget de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle qui forcément n'est pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement. On parle de la violation flagrante et successive des décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, à l'arrivée, ce que ce gouvernement-là, ce président candidat a reproché au régime précédent, il s'est fait que lors de l'exercice du pouvoir, il s'est confronté à la réalité du pouvoir où les discours sur la doctrine, les principes ont été rangés pour vivre l'action, pour plus d'efficacité. Donc la jeunesse est en train de vivre cela, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient et que lors des campagnes, la réalité des campagnes est différente de la réalité du pouvoir. Quand on parle de la jeunesse à l'épreuve de la difficulté,
il faut noter que plusieurs mesures du gouvernement ont été annoncées, d'autres ont été adoptées. Vous avez les casses que d'aucuns jugent de sauvages, les casses pour l'asphaltage, les casses pour la construction. Je parlais des déguerpissements. Des déguerpissements, oui, des déguerpissements pour l'asphaltage, pour la construction des routes. Il y a ces déguerpissements-là, quelle a été la conséquence que les jeunes. Pour la jeune? Oui, parce que, je vais vous le dire, dans une nation, la jeunesse est la pierre angulaire d'une nation. Donc, tout ce qui se passe touche finalement la jeunesse. Et quand on prend ces cas-là, vous aviez des jeunes qui avaient des prêt-à-porter, des cafétérias au bord des voies, qui au finish, après ces déguerpissements et sans dédommagement, ont eu du mal à se reconstruire après. La jeunesse a été touché à ce niveau. Et il y a aussi les licenciements. Vous savez, au RIS Bénin, le licenciement, ce n'est pas forcément dans le public. On parlera bien sûr de ONASA, on parlera de SONAPRA, on parlera de ONSS, leur liquidation avec pour corollaire la perte de l'emploi de plusieurs jeunes béninois. Mais on parlera aussi de la fragilisation du secteur privé qui a connu aussi la perte d'emploi de plusieurs jeunes. C'est ainsi qu'au RIS Bénin, il y a eu 25 personnes qui ont perdu leur emploi. Des jeunes aussi sont dedans. Commande SA avec 54 employés, Glomobile et ainsi de suite. Donc, plusieurs jeunes ont perdu leur emploi à l'événement de ce régime-là. Donc, ils ont été confrontés à une difficulté. Mais une difficulté aussi jusqu'à ce que les maisons d'assurance, l'association des maisons d'assurance ont refusé d'assurer, comment on appelle, la garantie perte d'emploi parce qu'ils estiment les licenciements massifs et collectifs ces dernières années génèrent des charges et sinistres qui ne sont pas en adéquation avec les exigences tarifaires de nos partenaires bancaires. C'est dit au point où les maisons d'assurance aussi ont pris peur à cause de la situation et ne peuvent plus avancer. Donc face à cette situation, il faut aussi dire que ce régime, il faut l'avouer avec la loi de finances, a permis aux jeunes d'entreprendre. Et si vous avez suivi hier le ministre Kérékou, il y a eu des fonds mis à disposition de certains jeunes pour se reconstruire. Donc, il y a eu l'entrepreneuriat au service de la jeunesse. C'est un régime qui contraint un peu la jeunesse à entreprendre, bien que précédemment, le commerce de ces jeunes a été détruit sans outre mesure. Donc, pour rattraper un peu cela, le gouvernement est en train d'indiquer la voie, comme il a dit, de l'entrepreneuriat aux jeunes pour se reconstruire. Et c'est là que je vais aborder la jeunesse face à l'épreuve de la responsabilité. Pour finir rapidement, la jeunesse à l'épreuve de la responsabilité, pourquoi? Parce que dans cette république, les jeunes ont souvent l'habitude de l'enrichissement illicite, d'où la cybercriminalité, avec les faux diplômés qui sont dans l'administration. Donc, le régime a débusqué tous ces jeunes qui sont nantis de faux diplômes et autres là, et la lutte contre la cybercriminalité est lancée. Donc la jeunesse est maintenant face à cette responsabilité qui dit quoi? Il faut travailler pour avoir l'argent. Très bien. Voilà, un parfait tableau, peint par Fréjus Seulan. Confiance faite aux jeunes, je retiens la confiance faite aux jeunes, la promotion des jeunes à des postes de responsabilité, parce qu'avant la rupture, nous l'avions toujours décrié sur les plateaux, sur les chaînes, sur les différents canaux de communication, que nous constations par le passé, eh bien, la promotion du troisième âge. Eh bien, le gouvernement de Patrice Talon a rompu avec cette habitude et a promis les jeunes. C'est vrai, comme l'a dit Fréjus Seulan, il y a eu des licenciements, il y a eu des sociétés, il en a cité, pour ne pas faire de publicité à ces structures, qui ont fermé à cause de certaines mesures du gouvernement. Il y a eu le fameux déguerpissement comme, je dirais, mouvement phare de ce gouvernement à son avènement, après son avènement bien évidemment, laquelle des déguerpissements ont fâché plus d'un, mais c'était pour la bonne cause, il faut le dire, puisque Fréjus l'a notifié aussi, c'était pour rendre la ville belle. Alors, Fréjus, Corneille Haïssé, quel autre tableau nous dressez-vous? Non, mais je vois que Fréjus a pu quand même dresser un tableau assez brillant de la situation réelle actuelle. La place des jeunes dans la gouvernance 2 ans après. Moi, ce qui va m'intéresser ne concernera pas seulement l'implication.
non, pas seulement. L'implication des jeunes, comment les jeunes ont été associés. Frédéric l'a si bien dit. On a vu la promotion de ces jeunes qu'il a cité dans Omeki, la charmante ministre, en fait, je le dis, hein, c'est ce que je vois, charmante ministre de l'économie numérique, Madame Ouli Adam. Et puis, bien d'autres jeunes aussi, quand vous allez au niveau du ministère des sports, vous allez voir, franchement, beaucoup de jeunes. Ministère de l'eau également, avec Souley Adambi, avec actuellement le DC qui a été promu il y a quelques... Il y a la tête de beaucoup d'autres structures de l'État. L'implication de la jeunesse dans cette gouvernance, je crois que Patrice Talon l'a compris, bien avant même l'avènement de la rupture, avant même la pré-campagne. Vous savez, c'est les jeunes qui ont porté la candidature de Patrice Talon. Et je me rappelle encore ce groupe de jeunes-là qui avait à sa tête Omeki, des jeunes qui avaient cotisé en ce moment pour payer la caution, je crois, à Patrice Talon, les millions qu'il fallait déposer pour être candidat et autres. Donc, très tôt. Avant même la pré-campagne, il y a eu déjà la période de suscitation des candidatures. Et quand vous voyez de nord à l'est, de nord au sud et tout, vous allez voir que c'est ceux qui étaient en fait en mouvement, ceux qui faisaient la mobilisation, c'était les jeunes. C'était les jeunes. Donc Patrice Talon l'a compris si bien que quand il a remporté les élections, il n'a pas lâché la jeunesse. Ça déjà, il faut... Vous voulez dire que la promotion sonne comme une prime à l'effort? Non seulement une prime à l'effort, non seulement prime à l'effort, prime soutien, mais c'est la confiance. Et Omeki démontre ce que nous disons. Vous voyez, il a été mis ministre des Sports, c'est parce que justement, il a prouvé qu'il est capable de le faire, qu'on lui a greffé aujourd'hui un autre portefeuille beaucoup plus vaste, la culture. Donc Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas, fait confiance à la jeunesse. Cette jeunesse qui mérite effectivement cela. Mais moi, je verrai le débat sous un autre angle encore. Je vais voir maintenant, cette gouvernance a apporté quoi à ces jeunes-là sur les 2 ans? Certes, les jeunes ont été associés, personne ne dira non. Mais qu'est-ce que la gouvernance a apporté? Qu'est-ce que les jeunes ont gagné? Et là, il faut voir maintenant quel était l'état des lieux avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Donc, les problèmes de la jeunesse avant l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Et maintenant, qu'est-ce que Patrice Talon a promis à cette jeunesse-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr de dire, même si ce n'est pas encore les 5 ans, on n'a pas bouclé les 5 ans, après 2 ans, est-ce qu'on peut être sûr, à l'étape où nous en sommes, Patrice Talon, avec cette gouvernance, est capable de réaliser tout ce qu'il a promis, Patrice Talon, le candidat, Patrice Talon a promis. Et c'est justement ça. Mais c'était quoi les problèmes de la jeunesse? Oui, mais fondamentalement. Face à ces interrogations, oui, que répond Corneille? C'est justement là. Fondamentalement, il y a un problème de chômage. Et quand on parle de chômage, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont sortis des universités, les jeunes diplômés qui ne réussissent pas à s'insérer sur le marché du travail. Il y a aussi des artisans. Vous allez voir les apprentis coiffeuses, couturières et tout qui finissent la formation et qui n'ont peut-être pas les moyens pour s'installer. Il faut payer les machines, il faut faire ci, il faut... Donc, il y a ce problème-là fondamentalement, chômage, emploi, la formation. Quelle formation on donne à la jeunesse pour qu'une fois qu'on a les diplômes, on se retrouve à errer un peu partout et à chercher l'emploi, fatigué. On a un système de formation qui en réalité n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est justement ça. Donc, il y avait ces problèmes. Mais il n'y a pas que le Bénin qui soit confronté au problème. Pas du tout. Par rapport à ce sujet des artisans, je crois qu'il faut placer, il est important de placer un mot, que le gouvernement en place a innové en ce sens qu'il y a désormais les CQP, si je ne me trompe pas, les certificats de qualification professionnelle, où il y a un vaste programme où on recueille ces jeunes artisans-là pour leur donner maintenant une formation adéquate, un diplôme, et ils sont insérés, financés dans le programme, dans toutes les communes, si je n'abuse, mais dans tous les départements quand même. Et je crois que cela est notamment à saluer sur le plan des artisans. Mais je crois que vous m'avez dévancé un tout petit peu. Donc, quand on fait l'état des lieux, il y a ces problèmes-là. Ce n'est pas propre au Bénin. Sur le continent, généralement, il y a cela. Et ce qu'on dit ici, ce n'est pas le pouvoir Talon qui... Non, les régimes qui sont succédés depuis pratiquement les indépendances, ces problèmes-là. Donc,
il y avait ça. Mais quand Patrice Talon venait, il a parlé surtout de la réduction du taux de chômage, la lutte contre la pauvreté. Et à cette jeunesse, on a promis cela. Et vous avez vu comment les jeunes ont soutenu Patrice Talon. Aller à l'université, toutes les fédérations, tous les mouvements de jeunes un peu partout sur dans les départements ont apporté leur caution à Patrice Talon. Patrice Talon a été élu président. Et dans son discours d'investiture aussi, vous n'oubliez pas tout ce qu'il a promis à cette jeunesse. Mais aujourd'hui, 2 ans après, Frédéric Serlon a abordé un peu... il y a eu des décisions qui ont été prises et qui n'étaient pas fondamentalement de mauvaises décisions. Mais la manière n'a pas accompagné. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont retrouvés complètement dans des situations difficiles. Encore qu'on dit, il faut serrer la ceinture. Ce n'est que 2 ans. Serrer la ceinture, vous voyez, le jeune qui n'a pas d'emploi et qui doit encore serrer la ceinture, il faut regarder ce que ça va donner. C'est un peu ça. Donc, il y a eu des structures qui ont été complètement supprimées. Il y a des emplois. N'oublions pas que la rupture n'aura que 2 ans demain. Non, 2 ans, ce n'est pas peu. Oui. Et 2 ans, ça nous permet, c'est pratiquement mi-chemin pour un mandat de 5 ans. À 2 ans, mi-chemin. Ce que la rupture, ce que le régime est capable de faire, on doit déjà être en mesure de pouvoir sentir cela. Déjà à 2 ans, on doit être en mesure de pouvoir sentir. Mais aujourd'hui, quel est le problème? C'est ça, justement. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Je ne dirais pas que rien n'a été fait. Il y a des efforts. Frédéric Serlon m'a devancé un tout petit peu en parlant de ce programme-là de réinsertion au niveau des artisans. D'accord. Il y a les microfinances aux jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat. Mais je dis, ça reste encore des actions qui sont un peu comme, dont l'efficacité, les résultats sont un peu comme une goutte d'eau versée dans la mer. C'est ça justement. Parce que quoi? Il faut attaquer les problèmes de fond. Et les problèmes de fond, ici, c'est quoi? Frédéric a parlé du secteur privé. Le secteur qui est pourvoyeur d'emploi, il y a 2 secteurs, à mon avis. Vous avez l'État, la fonction publique, et vous avez les privés. Ça, c'est les secteurs qui créent l'emploi. Quand on prend aujourd'hui l'État, Patrice Talon, il faut le reconnaître, ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Il y a eu des recrutements qui ont été faits dans la fonction publique. Et des jeunes, il y a une bonne partie de ces jeunes au chômage qui ont pu quand même intégrer la fonction publique, même s'ils ne sont pas peut-être à un plan de l'État. Il y en a qui sont recrutés à un plan de l'État. Il y en a qui sont recrutés contractuels. C'est déjà quelque chose. Il y a un effort qui a été fait pour oui, il y a eu quelques recrutements, mais autant il y en a eu aussi qui sont contraints de rester à la maison. Mais justement, là où le passé se pose, c'est le secteur privé. Nous avons vu, moi j'ai lu ça, un gouvernement qui a tendance à lutter un peu, à faire, il y a un peu d'acharnement contre certains privés qui font beaucoup d'efforts. C'est moi qui le dis ainsi. Il faut sécuriser l'espace privé aussi. Parce que quoi? Les investisseurs qui sont à l'étranger, qui ont envie d'investir dans ce pays-là, c'est la façon dont justement il a dit, la sécurité y est. C'est ça qui va amener les gens. Mais si déjà nous avons des promoteurs du secteur privé béninois et qui sont poursuivis, je ne sais pour quelle raison, et puis des emplois cisaillés complètement, on a parlé du cas de Glomobile. On a parlé du cas de les Cardets qui ont été... on a parlé, il faut citer un certain nombre de structures. Alors, avant de prendre cette décision, il fallait quand même voir quelle politique mener pour réinsérer d'abord ceux-là qui étaient déjà des employés de ces structures-là et qui ont certainement des familles derrière. Ça n'a pas été fait. Le déguerpissement, les jeunes qui n'ont pas eu d'emploi, s'ils ne se retrouvent pas émigrants, c'est que vous allez les voir dans ces petits métiers. Lavage. Et souvent, quand vous prenez les gens qui font lavage, c'est eux qui restent au bord des voies. Les cafettes que nous avons, c'est eux, les petits articles que les gens vendent dans les feux. Généralement, c'est les jeunes qui sont derrière. Alors, mais qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu le déguerpissement. Je dis, ce n'était pas mauvais le déguerpissement, mais la façon dont ça a été mené, vous voyez. Donc aujourd'hui, la situation est un peu compliquée pour cette jeunesse-là. Encore que les grèves, depuis janvier, sont venues complètement empirer la situation. Vous allez à l'université aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à l'université. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je dis en conclusion, il y a des efforts qui ont été déjà faits.
Et moi, j'invite le gouvernement à poursuivre ces efforts-là. Parce que demain, c'est les jeunes. C'est les jeunes, ce n'est pas les anciens. Il faut que les anciens... eh bien, les efforts du gouvernement sont dissous dans ce fleuve de problèmes. Justement, c'est ça. Dans un fleuve, je dirais, d'incohérence. C'est ce qui ressort de votre lecture. Fréjus Sewa. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Il y a le volet politique. La façon dont la jeunesse a été sollicitée politiquement. C'est vrai qu'on a parlé des nominations et autres. Vous voyez, Patrice Talon a fait confiance à ces jeunes qui ont été placés à des postes de responsabilité. Mais sur les grands sujets politiques surtout, la révision de la Constitution, on a vu peu des jeunes sur ces débats-là. Ceux qu'on a vus, vous savez, c'est les députés. Ils sont à l'Assemblée et c'est déjà les anciens qui sont là, c'est les aînés. Mais la prise en compte, il n'y a que les députés. On a vu les acteurs de la société civile qui ont fait le débat. Mais j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Les jeunes en ont discuté sur les forats. Les jeunes en ont discuté à travers des débats. Ce n'est pas seulement dans les forats. Ce qu'on dit dans les forats, il faut venir dans l'espace public même pour qu'on puisse sentir cela. Alors est-ce que ces aînés laissent la main réellement aux jeunes quand il le faut, quand il faut prendre des décisions qu'il faut. C'est ça, justement. La jeunesse à l'épreuve de la rupture. Oui, quand on a fini de dresser ce tableau, quand on a fini de dire tout cela, il ne faut pas oublier aussi que la jeunesse a été, à un moment donné, au cours de ce régime, humiliée. Parce que, pas forcément par le président de la République, pas forcément par les ministres, mais par ces faucons qui entourent le régime, pas certaines personnes, pas certaines personnalités. Vous voyez aujourd'hui, quelles sont les expressions de cette humiliation? L'université d'Abou Calavi est en ébullition un peu. On a parlé des frais d'inscription qui sont déjà imposés aux étudiants alors qu'ils ont tout le temps lutté contre cela sous le régime précédent et qu'ils avaient espoir qu'avec Patrice Talon, cela ne se répétera plus. Ça s'est fait maintenant. Et on passe même de l'inscription maintenant à une réforme des bourses où vous gardez le statut avec lequel vous êtes entré au campus jusqu'à la fin. Peu importe si après vous avez 14, 16, c'est plus possible d'obtenir les bourses et autres. Je crois que cette réforme est en cours, exécutée, les étudiants sont vraiment debout contre cela. Je crois que les étudiants n'attendaient pas cela. En votant pour Patrice Talon, ils n'attendaient pas cela. Ils sont choqués. Quand vous les attendez, que ce soit ce régime de Patrice Talon qui orchestre cela, ils sont choqués ou bien qui est tranquille, qui est silencieux face aux réformes. À quoi s'attendait-il qu'on décuple la bourse? Non, mais qu'au moins qu'on laisse le système qui est là. Parce que ce système a profité. Avec ces insuffisances ou des étudiants qui ne méritent pas la bourse, ou des étudiants qui ne sont même plus inscrits, profiter des bourses. Voilà, il faut toiletter le système. C'est cette manière de voir qui nous conduit parfois à mélanger les pédales. Quand il y a un problème d'attribution des bourses, quand il y a des personnes qui ne méritent pas ces bourses-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte de dénicher cela, de débusquer, d'attraper la nécessité des réformes. Non. Loïs, d'abord, comprenez-moi. Je dis ceci. Quand il y a 100 bourses et qu'il y a des individus de mauvaise foi qui octroient des bourses à ceux qui ne méritent pas, il faut voir comment on attribue, selon quel processus, comment surveiller, c'est cela. Mais il ne faut pas venir dire maintenant que dès que vous entrez à l'université avec la bourse, vous gardez la bourse jusqu'à la fin. Et quand à l'intérieur, vous avez 15, parce qu'il y a de ces gens-là qui travaillent réellement et qui ont la bonne moyenne ensuite et qui méritent cette bourse-là. Et avec cette réforme, qui ne l'auront plus à l'avenir. Mais ce n'est pas possible. Les autres ont bénéficié de ça. Ces politiques ont bénéficié de ça. Mais quand je quitte là, quand je finis avec cela, vous avez entendu le député Orden Aladati, lui-même, la jeunesse, comment définir la jeunesse? Bon, tant qu'on a la force et la vigueur en soi, on peut s'appeler jeune. Donc, Orden Aladati, jeune, vous l'avez vu, jeune député qui a surfé sur la vague Mercredi Rouge avec Joseph Diogbenou, le garde des Sceaux. Ils ont profité largement. Ils ont été élus grâce à la jeunesse. Joseph Diogbenou, Orden Aladati, ECO, ils ont été élus par la jeunesse. C'est grâce à la jeunesse qui ne l'a pas été. Ils sont là. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas été. Non, mais surtout eux, il y a d'autres franges de la population qui ont bénéficié des largesses des autres classes, mais eux, ils ont été poussés, soutenus. Chaque fois qu'ils bougeaient, c'est parce qu'ils ont eu le mérite. Je viens. Parce qu'ils ont la confiance des Mercredi Rouge, oui, ils avaient la confiance. Mais c'est avec étonnement que sur un plateau de télévision, le député a dit un jour que
que cette jeunesse-là, il a remis en cause la capacité de cette jeunesse-là à opiner, à s'insérer, à gérer la chose politique. Mais de quelle jeunesse parle-t-il? C'était un boom. Oui, de quelle jeunesse parle-t il? Parce que de cette jeunesse qui peut... Après avoir sollicité les suffrages de cette jeunesse-là, dans les congrès, pour les législatives, pour la présidentielle, on vient livrer cette jeunesse. Oui, je n'ai pas fini. Et on vient livrer cette jeunesse-là devant tout le monde, cette jeunesse-là incapable. Vous allez voir, les législatives, c'est dans moins de 10 mois, vous allez voir ces mêmes personnes venir tenir de beaux discours devant cette jeunesse. Vous êtes le fer de lance de la population, vous êtes la crème. Mais après cette élection, ces élections qui viennent, vous allez voir, ils vont s'attaquer à la jeunesse. C'est une jeunesse émotive, c'est une jeunesse pas capable, mais ils ont été capables de voter pour vous. Vous avez été jusqu'à demander leur suffrage, ils ont été capables de voter pour vous, mais après, cette jeunesse n'est plus capable de rien. C'est aussi une humiliation. Mais quand du jour au lendemain, cette jeunesse se retrouve des capacités d'éparpiller des merdes sur des bancs de l'université, de brûler des véhicules de la police, vous savez, d'affronter la force de l'ordre. Quand on prend les politiques, on ne peut pas dire qu'ils sont tous pareils. Quel qualificatif? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut oser venir dire que tous les politiques sont des corrompus? Non, on ne peut pas, parce que dans ce lot-là, il y a des personnes de bonne foi. Mais il n'y avait pas eu distinction. Il n'y avait pas eu distinction. On a dit la jeunesse. La jeunesse. Mais il y a parfois un dédain pour cette jeunesse-là. On banalise cette jeunesse-là. Je crois que la jeunesse, en tenant compte de tout ce qui a été dit, parce que c'est ça même l'essence de la démocratie, doit pouvoir apporter une réponse en son temps à cette déclaration. Et on ne peut pas finir de l'implication de cette jeunesse, de la participation de la jeunesse dans la gouvernance de ce régime, de Patrice Talon et autres, sans parler de la loi sur l'embauche, de la loi concernant l'embauche, la main-d'œuvre et autres. Parce que ce test-là, parce que cette loi-là est venue fragiliser les jeunes dans l'emploi. Parce que les conditions maintenant pour remercier un employé sont tellement faciles, parce que les députés l'ont dit, c'est pour permettre aux entreprises étrangères d'avoir confiance, d'avoir les conditions pour employer et autres là, mais ce faisant, c'est la jeunesse qui a été livrée. Donc, in fine, en conclusion, on peut dire qu'il y a eu des efforts du gouvernement Talon pour faire participer la jeunesse à sa gouvernance, mais il y a eu beaucoup de politiques, beaucoup d'actions qui ont fragilisé véritablement la jeunesse qui, au lieu d'obtenir beaucoup d'emplois, en a perdu beaucoup plus et même dans les conditions de l'emploi là, ont perdu l'aisance pour bien exercer leur métier. Très bien. Il y a eu des insuffisances, il y a eu des efforts du gouvernement Talon, il y a eu cette loi sur l'embauche qui sacrifie désormais les employés au détriment de l'employeur. Corneille Haïssé, quel autre point? Non, j'aimerais revenir un peu sur l'instrumentalisation de la jeunesse. Frisch l'a dit, ce n'est pas propre au gouvernement de Patrice Talon, à la gouvernance Talon, mais c'est propre à nos régimes sur notre continent. Au Bénin surtout, quand on a besoin de cette jeunesse-là pour se faire élire, c'est ça, on collabore avec cette jeunesse-là, on l'utilise, on l'instrumentalise. Et après, on fait des promesses. Vous voyez, c'est quand on courtise une femme. Et après, c'est quoi? C'est la déception. Et c'est un peu ça ce que nous voyons aujourd'hui. Et moi, je voudrais quand même lancer un message à ces jeunes aujourd'hui qui nous représentent, ou qui représentent la jeunesse béninoise auprès de Patrice Talon. Dans le système actuel, les jeunes, on citait les noms, Modeste Kérékou, Oswald Omeki, qui sont quand même des leaders qui ont prouvé leurs compétences et leur capacité à pouvoir quand même décanter certaines situations. C'est à eux de faire en sorte d'aider le régime actuel à ne pas décevoir complètement la jeunesse. Vous avez vu, à l'université, ce qui s'est passé à l'université, on a même tenté de déstabiliser les mouvements étudiantins. Parce que quoi? On sait que c'est fort, c'est puissant. Quand ces mouvements se lèvent, c'est fort, c'est puissant. On les a utilisés. Vous avez vu, avant l'arrivée de Patrice Talon, les mercredis rouges dont vous parlez, tout ce qu'on dénonçait, mais on a utilisé aussi cette jeunesse à l'université pour pouvoir remporter cette victoire-là. Mais une fois qu'on l'a fait, après, la suite c'était quoi? On a tenté de déstabiliser cela. Le système actuel des bourses et secours, les réformes qu'on a apportées, le système dont Frédéric Servolin évoquait il y a quelques instants. Alors, vous imaginez,
celui qui a le baccalauréat, qui n'a peut-être pas la bourse, à l'université, quand il travaille avec 12 de moyenne, ou je crois avec ce système-là, avec 12 de moyenne, 13 de moyenne, vous avez la bourse. Mais ce ne sera plus le cas aujourd'hui. Alors, les étudiants qui n'ont pas de soutien, vous voyez ce que cela apporte aux étudiants qui n'ont pas de soutien. Il y a des gens qui quittent les villages, qui quittent les contrées qui sont à Canavi ou à Cotonou et qui sont loin des parents, qui n'ont pas. Allez voir combien de fois la bourse aide ces étudiants-là. Mais aujourd'hui, on dira, non, avec le système actuel, c'est que si tu n'as pas la bourse avant d'entrer à l'université, c'est que... Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Donc, il faut que les décisions aident la jeunesse. Il faut que les décisions prises au sommet de l'État facilitent l'épanouissement de la jeunesse. Et malheureusement, ce n'est pas forcément ce à quoi nous sommes en train d'assister. Donc, une fois encore, il faut appeler à l'attention de nos dirigeants les réels problèmes de la jeunesse. Et il faut que les politiques mises en œuvre... Une dernière question avant de mettre un terme à ce débat fait croiser. Fréjus Seboulan, Patrice Talon peut-il mieux faire pour la jeunesse? Absolument. Le président Patrice Talon peut mieux faire s'il écoute mieux, s'il écoute davantage le peuple, s'il écoute davantage ceux qui l'entourent et qui le poussent à la fermeté, à une certaine fermeté, à ne pas écouter les autres. Lui sera, in fine, responsable tout seul, parce qu'il a été élu seul président de la République. Mais ceux qui sont là pour dire il faut aller à la fermeté, il nous faut un président à la Kagame, sans oublier qu'on n'a pas la même histoire, c'est pas le même contexte, le président Talon doit faire davantage attention et écouter le peuple, les étudiants, les syndicats, les associations, la société civile, et il fera mieux parce qu'il en a la volonté. Quand vous écoutez l'homme, il en a la volonté, mais on sent comme si autour, il y a des gens qui tentent malheureusement de le conduire sur un chemin que demain, il sera seul à observer les conséquences. Voilà. Patrice Talon, peut-il mieux faire pour les jeunes? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les canevas sont là. Peut-il encore se racheter? Tout à fait. Peut-il encore corriger le tir? C'est bien poussé. Vous voyez, le PAG qui est là, il faut impliquer davantage les jeunes dans la réalisation de ce PAG. Lorsqu'il y a des projets, il faut associer plus les jeunes à ça. Et il faut le faire sans copinage, il faut le faire sans discrimination, il faut le faire sans corruption, il faut le faire sans arrangement. Et c'est ça ce qui pourra aider la jeunesse. Vous avez vu tout ce qu'on a promis, le développement du secteur touristique, l'agriculture, qui fera ça? Qui fera ça? La main-d'œuvre qu'il faut, c'est la jeunesse. Et nous savons qu'au Bénin, il n'y a pas de désert de compétences. C'est rien que pour ces projets-là, il y a des jeunes diplômés béninois capables de gérer ces entreprises, d'œuvrer dans ces entreprises. Donc, il faut leur faire confiance et non faire des recrutements par copinage, par affinité, par arrangement. Voilà. Merci Corneille Haïssé, et à vous entendre, c'est que Patrice Talon a encore toutes ses chances intactes pour corriger les quelques incohérences au niveau de l'instrumentalisation, pour n'utiliser que votre concept, voilà, et que vivement que nous ayons pour les autres remaniements à venir, d'autres relient Adam Soulé dans le gouvernement, que la promotion, qu'on diminue davantage la promotion du 3e âge. C'est vrai qu'on a constaté une légère diminution à ce niveau que par le passé au cours des... à l'époque des autres régimes, c'est vrai que c'est le 3e âge qui est privilégié, qui est prisé, qui est promu au détriment des jeunes. Maintenant, on donne le pouvoir, on responsabilise davantage les jeunes. C'est déjà un bon départ pour le nouveau départ. Merci de nous avoir suivis. C'était le débat à faire croiser avec Fréjus Seboulan, Corneille Haïssé, tous deux, membres de la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM.